find a way. Tryna find a way, yeah. But you never... Actuellement, j'habite donc en Belgique. Je travaille pour l'Université catholique de Louvain, où je travaille avec des étudiants handicapés dans la faculté de philosophie. À côté de cela, j'ai aussi quelques petits jobs à la radio Europe 1. J'ai également un job à la radio publique belge, la première. Et puis, mais ma vraie vie, c'est dans le milieu associatif. Voilà. C'est ça ma vraie, on va dire, activité. Voilà. Vous savez, un point très intéressant. Savez-vous qui a découvert l'autisme? L'autisme a été découvert par une professeure soviétique qui s'appelait Sukhareva. Et elle a donc publié 2 écrits. Un écrit sur les garçons autistes et un écrit sur les filles autistes. C'était en 1926-27. Quasiment dès le début, il y avait un descriptif de l'autisme féminin. Ensuite, cela ait été un peu oublié pendant la période nazie et dans les années 50, c'est un fait. Mais l'autisme féminin était connu, au moins de la communauté savante, quasiment depuis le tout début des études en la matière. Oui. C'est d'ailleurs, je crois, à ce jour, la thématique la plus porteuse en termes de recherche et, on va dire, d'investigation scientifique en matière d'autisme. Alors ça, ce sont les grandes questions. On arrive tout de suite un peu à ce qui fâche, au sens où il y a toutes sortes de querelles académiques. Alors, il y a une première polémique pour savoir est-ce que, j'allais dire, l'autisme au féminin existe en tant que catégorie nosographique ou bien est-ce que c'est un même autisme qui existe chez les garçons et les filles? Donc, déjà là, il y a un certain nombre de polémiques qui existent, assez violentes quand même, polémiques. Il y a des gens qui disent que l'autisme est un et donc que les mêmes critères devraient s'appliquer pour les femmes comme pour les hommes. Ça, vous avez des gens qui défendent cette opinion. Ils étaient majoritaires il y a encore 5-6 ans, mais aujourd'hui, je pense qu'ils deviennent minoritaires, quoi. Et il y a d'autres personnes qui disent qu'il faudrait élaborer des critères spécifiques pour l'autisme au féminin. Là où ça devient très compliqué, c'est qu'on n'arrive pas à justement dégager des critères de l'autisme au féminin qui feraient consensus et qui, d'une certaine façon, j'allais dire, serait solide. Et donc, il y a toutes sortes de querelles. Et bon, je ne vais pas forcément entrer dans les détails parce que tout de suite, ça devient assez sale, quoi. Ce sont des polémiques virulentes. Justement, à ce sujet, Joseph, j'avais une question. Oui. Je me demandais, on parle d'autisme de bas niveau, de moyen niveau, de haut niveau et d'Asperger. Enfin, maintenant, on ne différencie plus trop, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une raison de les classifier alors que l'autisme est propre à chacun et que chacun a une personnalité différente malgré l'autisme? Enfin, que pensez-vous sur le fait de classifier les autismes en fonction de catégories? Je n'y crois pas. Pour être très franc. Je ne crois pas en l'existence de sous-catégories au sein de l'autisme. Et d'ailleurs, dans les nouvelles classifications, il n'y en a plus de ces sous-catégories-là. Pour quelle raison je n'y crois plus ou je n'y crois pas? Tout simplement parce que même si vous prenez les personnes que l'on cite toujours comme un exemple, par exemple, d'intelligence autistique, etc., si vous vous intéressez à leur passé, eh bien, vous voyez les 1001 difficultés que la personne a dû traverser. Par exemple, pour vous suggérer une petite lecture, la maman de Greta Thunberg publie de temps à autre des petits articles sur, et même un livre, je crois, dernièrement, sur sa vie de maman quand elle devait s'occuper de Greta quand elle était enfant. Mais c'est terrifiant en termes de difficultés. Vous voyez, et c'est
tellement évocateur. Et c'est là que l'on voit tout de suite que celle que l'on pourrait présenter comme une sorte d'élite autistique 5 étoiles, présente ou présentait des traits autistiques tout à fait marqués, quoi, voyez. Et comment est-ce qu'ensuite vous pouvez subdiviser le spectre de l'autisme en plusieurs sous-cases? Je ne suis pas sûr de la pertinence de cette subdivision. Et par ailleurs, autre remarque, lorsque l'on travaille avec des gens autistes, quel que soit le point de départ, on peut avoir un très chouette cheminement. J'ai la chance de travailler avec des gens qui passent pour très lourdement handicapés, mais vraiment très lourdement handicapés. Mais cette même personne, eh bien, elle a pu développer des compétences universitaires extraordinaires, une érudition incroyable. Alors, ce n'est pas parce qu'il y aurait je ne sais quelle intervention du Saint-Esprit et un miracle cosmoplanétaire qui se serait passé. Non, c'est parce que pendant des années et des années, l'entourage a lourdement misé sur cette personne parce que des ressources majeures ont été mobilisées, etc. Vous voyez, je pense que le devenir de la personne se joue surtout autour de cet environnement porteur ou pas, et pas tellement autour, on va dire, de je ne sais quelle question génétique. Bon, c'est ma petite conviction, quoi. Hein. Pour mon fils, du coup, Aurélien, qui a 14 ans, qui est donc autiste. Et je crois, Joseph, que vous avez parlé assez tard. Est-ce que vous aviez conscience de cette différence, déjà, de ne pas parler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché le dialogue chez vous, la parole? Parce que moi, Aurélien parle, mais pour ses besoins vitaux. Voilà. Et s'il a faim, s'il a soif, si... Et après, il a énormément de vocabulaire, mais voilà, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il ait envie ou voilà, si c'est une envie, si c'est... Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me donner votre sentiment voilà, sur cette... et votre recette? Ça, c'est une question absolument géniale que vous posez. De façon très personnelle, je pense qu'on ne peut pas diviser les autistes entre ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. On entend souvent cette idée, mais je n'y crois pas un mot. Pourquoi je n'y crois pas un mot? Parce que dans la vraie vie, quand vous vous intéressez réellement aux gens autistes, vous voyez qu'il n'y a pas de personnes totalement non-verbales et il n'y a pas de personnes totalement verbales. C'est toujours dans un entre-deux. D'ailleurs, la preuve, les gens autistes que l'on qualifie de non-verbaux, quand vous leur parlez, ils comprennent tout. Ça veut dire qu'ils ont, premièrement, une connaissance du langage et deuxièmement, évidemment, largement les facultés pour gérer les questions du langage. Hein. Donc, je ne suis pas d'accord avec les gens qui séparent l'autisme entre gens verbaux et gens non-verbaux. C'est jamais aussi clair que cela. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens autistes qui ont une excellente connaissance du langage, mais ne l'utilisent pas. Donc, on peut être à moitié verbal, à moitié non-verbal. Et dans mon cas particulier, mon cas particulier, c'est que je savais lire et écrire assez tôt, quoi. Mais je ne parlais pas. Et est-ce que j'en étais conscient? Bien sûr que j'en étais conscient. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les autres se moquaient de moi, me tapaient, etc. Donc ça, on devient conscient un peu, j'allais dire de façon empirique, hein, voilà, et par le choc physique brutal du réel. Oui, c'est ce que vous racontez dans Je suis à l'Ouest. Voilà. Et avant, j'allais dire de pouvoir parler de façon socialement acceptable. Alors là, vous avez un sacré cheminement. Lorsque vous parlez de façon bizarre, lorsque vos premières répliques ne sont pas socialement adaptées, acceptées, il y a beaucoup de gens autistes qui tout simplement jugent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parce que pourquoi est-ce que vous parlez? Vous parlez parce que ça vous procure des avantages sociaux. Par exemple, si vous avez soif, vous dites j'ai soif, une bouteille d'eau atterrit devant vous, c'est magique, non? Par contre, si au lieu de la bouteille d'eau, quelqu'un vous frappait, je pense qu'au bout d'un moment, vous comprendriez que parler ne sert à rien.
Voyez? Et je pense que beaucoup de gens autistes ont essayé de parler à un moment donné, mais que cela n'a pas été porteur, et donc la personne ne parle pas. Il y a à côté de cela une problématique qui est très douloureuse. C'est la problématique d'une sorte de perte de communication entre les parents et leurs enfants autistes au début de l'âge adulte ou au moment de l'adolescence. Ça, malheureusement, c'est un classique. Et je dirais, ça c'est une affirmation qui ne regarde que moi, je dirais surtout chez les garçons autistes. Voilà. Dans beaucoup de familles, il y a une quasi-coupure, voire coupure totale de communication entre les parents et donc leurs jeunes adultes ou enfants autistes. Ça atteint parfois des proportions absurdes terrifiantes. Et je pense que l'une des solutions serait que le jeune ait, on va dire, un autre interlocuteur que ses parents. Peut-être interlocuteur par écrit sur Internet, mais là, on est dans une zone dangereuse parce que, bon, sur Internet, il y a des gens très bien, il y a des gens beaucoup moins bien, des gens vraiment à fuir. Hein. Donc, c'est un jeu très compliqué. Au Japon, il y a un mot pour décrire les personnes qui vivent tout à fait enfermés dans par exemple, leur chambre, sans sortir. Et il y a des gens qui, littéralement, ne sortent pas pendant des années de leur chambre, ne fût-ce que pour 5 minutes. Voyez? Et donc, au Japon, il existe des associations spécialisées pour venir en aide à ces personnes. Voilà. Mais en France, pour le moment, il n'existe pas de ressources pour ce point précis. Pourtant, Dieu sait que des familles de ce type, il y en a. Je ne sais pas si vous avez vu le film Imitation Games. Oui, c'est de Alan Turing, le film sur Turing. Cette personne-là était autiste parce qu'au moment on voit des flashbacks de son enfance où on reconnaît certains traits autistiques. Tout à fait. Merci d'en avoir parlé. Excusez-moi. Donc, en effet, Alan Turing était un mathématicien anglais et qui a beaucoup contribué pendant la guerre au programme qui visait à casser le système de cryptage nazi des communications et la fameuse machine Enigma que les nazis utilisaient pour crypter leurs communications. Et donc, Alan Turing faisait partie de l'équipe qui a réussi à briser le code. Et de nos jours, il est devenu une sorte de figure quasiment mythique, incontournable dans la culture britannique. Peut-être la personne autiste britannique la plus connue, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ce film, non? Non. Vous l'avez vu. Est-ce que vous souhaitez nous en dire quelques mots? Bonjour, je m'appelle Charles et j'ai 29 ans. Très bien. Moi, je l'ai également vu ce film et d'ailleurs, le cinéma fait partie de mes nombreuses passions. C'est d'ailleurs ce genre d'œuvre culturelle qui m'a inspiré et permis de m'évader pour ainsi être moi-même et trouver des astuces pour savoir comment interagir avec les gens en extérieur. C'est-à-dire, par exemple, que je reprends des répliques, des phrases dans certaines situations sociales et comportementales de façon à ce que je les réutilise en les modifiant à mon avantage dans des situations où je ne sais pas comment naturellement réagir, mais je l'ai déjà préparé à l'avance pour ainsi bien interagir. Ça a toujours été comme ça depuis tout petit. Bien avant mon diagnostic, je savais que j'étais différent. J'ai appris par le cinéma, l'animation, parce que je suis très otaku, geek. Ça m'a permis ainsi de pouvoir m'épanouir et de bien comprendre les choses en général afin de m'adapter aux autres pour que les autres puissent s'adapter à moi. Ah, bravo! C'est comme ça que l'on apprend petit à petit. Quand j'étais petit, je regardais en boucle des films de Disney.
Parce que ma sœur avait eu une bourse d'études, elle était une très bonne élève, et avec cet argent, elle avait acheté des films de Disney en anglais. Je regardais en boucle certains de ces films, et c'est comme ça que j'essaie de comprendre l'articulation entre les situations sociales et ce que l'on devait dire. Par exemple, le dîner est servi. Dans quelles circonstances cette phrase est-elle dite ou pas? Et jusqu'à ce jour, il y a certaines de ces scènes qui sont structurantes pour la vie quotidienne. In 45 degrees, the time has come to save the spell, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's the fact, it belongs to them, let's give it back, let's go!